En manchette ce soir, l'incertitude persiste face aux tarifs américains. Le ministre responsable de la région se montre rassurant. Est-ce que la guerre commerciale pourrait profiter à l'industrie touristique régionale? Et on met la table pour un affrontement entre les foreurs et les huskies. Bon début de soirée. Merci d'être avec nous pour le TVA 18h. Au lendemain de la tombée des tarifs douaniers américains, le ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, Jean Boulet, tenait à rassurer les entreprises de la région, mais il demeure préoccupé par la situation du Témiscamingue. On écoute son entrevue. Elle est où la certitude quant à l'aide qu'on va apporter aux gens? Est-ce qu'on est certain qu'on va venir en aide aux entreprises? Oui, absolument. Rappelez, Alexandre, que c'est fondamental pour le gouvernement du Québec de protéger notre économie, nos entreprises dans les secteurs clés qui vont être affectés par les tarifs et les travailleurs et travailleuses. C'est pour ça qu'on va agir sur plusieurs fronts. On a annoncé hier un programme d'aide financière et qui comprend des prêts puis des moratoires sur le remboursement de capital, mais je mets l'accent beaucoup sur l'accompagnement par des experts. On a 48e Nord international chez nous en Abitibi-Témiscamingue. C'est des personnes qui ont les connaissances, qui ont l'expertise. Il faut que nous soyons résilients, l'objectif étant de diversifier nos marchés, de devenir plus productifs et ça, on va le faire tout le monde ensemble et moi, je suis convaincu qu'en Abitibi-Témiscamingue, on a les ressources, on a le talent, on a la volonté de penser au travers et je suis convaincu qu'on va en ressortir encore plus grandi. Est où l'ordre des priorités présentement chez vous? Bien, évidemment, dans notre région, c'est surtout les produits forestiers, hein, et ça va être important que nos entreprises dans le secteur forestier qui génèrent tellement de bénéfices pour nos travailleurs et travailleuses soient en action pour diversifier les marchés, aller voir là où on peut s'assurer d'avoir une place. Et moi, je suis convaincu qu'avec une cellule comme ça, puis avec les ressources auxquelles je faisais référence un peu plus tôt, on est capable d'aller de l'avant. Mais je vous dirais que le secteur forestier est probablement un des plus affectés dans notre région. Le Témiscamingue, là, à travers le Québec, c'est probablement un des endroits les plus névralgiques. Est-ce qu'on l'a identifié, ça, au gouvernement, et est-ce qu'il va y avoir une attention particulière peut-être apportée à cette région-là? Oui, ma collègue à l'économie en est informée. Elle est extrêmement préoccupée. Et bien sûr, Daniel Bernard, Pierre Dufour, Suzanne Blais, qui sont mes collègues dans la région, ils travaillent extrêmement fort parce qu'il faut éviter les licenciements, les mises à pied. Mais le cas échéant, il faut accompagner ces personnes-là pour être réorientées ou requalifiées dans d'autres secteurs. C'est un contexte qui est malheureux. Nous devons gérer ces tarifs-là qui nous sont imposés de manière, ce que nous considérons totalement injustifiée. Maintenant, il faut faire appel à notre capacité d'adaptation, notre résilience, se donner entreprise par entreprise un plan d'action. Je le répète, c'est une tempête, il faut passer au travers, il faut être convaincu qu'on va sortir avec des leviers qui sont encore plus solides et plus forts pour l'avenir. Et est-ce que les tarifs douaniers de Trump auront un impact sur le tourisme au Québec? À quelques mois de la saison estivale, certaines personnes pourraient choisir de passer leurs vacances ici dans la région. Alexis Dumont nous en parle. Seulement 13 ont mentionné pour l'instant constater une hausse dans les réservations. Pour les autres, le 44 c'était stable, 39 même une baisse pour l'instant. Difficile de prévoir pour l'instant si une hausse d'achalandage touristique sera prévue pour cet été. Court terme, si on regarde au cours des 4 prochains mois, à part un 13 là où les gens nous ont parlé d'une hausse, on ne le ressent pas encore. Mais il faut aussi prendre en compte que les Américains ont tendance à réserver un peu plus tôt, mais les Québécois sont généralement assez dernière minute dans la réservation. Alors peut-être qu'on ne le ressent pas encore, mais que dans un mois ou deux, on va commencer à le ressentir. Même s'il est encore trop tôt pour le dire, la direction de tourisme Abitibi-Témiscamingue demeure optimiste d'avoir une hausse d'achalandage cet été. Il faut rester optimiste. Maintenant, il faut parler aussi de l'impact que ça peut avoir sur
nos touristes américains là, qui viennent nous visiter ici au Canada, puis au Québec en particulier. Donc, ça peut avoir un effet, mais maintenant, c'est difficile. Je pense qu'avant plusieurs mois, on ne pourra pas voir vraiment les effets positifs ou négatifs là, de cette situation-là. Et selon les intervenants rencontrés, l'Abitibi-Témiscamingue demeure une destination avec des attraits touristiques intéressants et non négligeables. Mais il faudrait parler de la pêche puis de la chasse aussi, qui restent quand même des éléments importants, où on a plusieurs personnes là, qui viennent des régions du Québec ou du Canada, principalement de l'Ontario, qui viennent ici, OK, pratiquer leur sport. C'est sûr qu'on encourage les gens à acheter localement, bien sûr. Puis tu sais, je me disais tantôt, ben, les Québécois ou les Canadiens qui ont décidé de boycotter leur voyage aux États-Unis, ben, pourquoi pas venir à Rouyn-Noranda. Et d'ailleurs, chaque année, ce sont plusieurs milliers de personnes qui viennent passer leurs vacances estivales chaque année dans la région, un chiffre qui pourrait donc grossir pour l'été 2025. Alexis Dumont pour RNC Nouvelles. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, tarifs douaniers de Trump, comptez-vous éviter les voyages aux États-Unis? Vous avez répondu oui à 90 %. Et il y a aussi les députés du Bloc québécois, Sylvie Bérubé et Sébastien Lemire, qui ont réitéré l'importance d'établir une stratégie commune pour couper court aux manœuvres américaines, particulièrement dans les sphères de l'agriculture, l'aluminium, le bois, mais aussi la culture du Québec. M. Lemire souligne que l'Abitibi-Témiscamingue a déjà diversifié plusieurs de ses exportations, mais que la région doit saisir cette occasion pour développer encore davantage chez nous des chaînes d'approvisionnement plus courtes, misant sur nos industries forestières et agroalimentaires. Toujours sur le même sujet, la Fédération des chambres de commerce du Québec et la Chambre de commerce de Val-d'Or saluent la riposte des différents paliers de gouvernement dans le dossier des tarifs douaniers américains. Elle souligne l'importance des futurs programmes d'aide aux entreprises offerts devant la guerre tarifaire. La FCCQ se dit consciente que ce ne sont pas toutes les entreprises exportatrices qui ont les reins assez solides pour absorber une augmentation de tarifs de 25 %. Selon elle, les entreprises québécoises vont devoir faire des choix déchirants, soit refiler les coûts aux clients ou aux consommateurs, réduire leur production, déplacer leur opération aux États-Unis ou encore mettre la clé sous la porte. Les chambres de commerce appellent à la solidarité, à soutenir nos entreprises locales, mais aussi à encourager l'achat de produits fabriqués ici. On poursuit avec une histoire bien troublante. On vous avertit, les images qui suivent sont difficiles à regarder. Le refuge pour animaux Le Cœur sur 4 pattes a eu affaire à une scène d'horreur dimanche dernier. Il a été appelé à intervenir par la Sûreté du Québec auprès d'un chien décédé en bordure de route dans le secteur d'Amos. Mais l'organisme s'est vite rendu compte que le chien n'avait pas été frappé par un véhicule, mais bien qu'il avait été abattu par une balle dans la tête par main d'homme. Un dossier a été ouvert avec la Sûreté du Québec pour tenter de découvrir ce qui s'est passé. Bon, selon le Code criminel canadien, tuer un animal de ses mains sans excuse légitime peut exposer le contrevenant à une peine d'emprisonnement maximale de 5 ans. Mes bénévoles qui sont allés cueillir le chien, ils n'ont pas dormi beaucoup. C'est des images qui sont très dures à voir pour les gens, monsieur, madame, tout le monde qui tombe là-dessus. C'est vraiment difficile de digérer ça, puis de passer à autre chose ou d'arrêter de voir cette image-là d'un chien qui manque la moitié de la tête comme ça, dans le milieu de la rue. C'est pas une belle image qu'on va avoir en tête, là, vraiment pas. Puis les gens n'ont pas besoin de voir ça. Puis il y a d'autres façons de procéder si on doit se départir d'un animal. En santé maintenant, la FIC-CISAT s'adresse au ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, concernant la levée des stages payés des infirmières dans la région. Dans une lettre ouverte, le président du syndicat, Jean-Sébastien Blais, dénonce que 30 futures infirmières vont être privées d'un externat rémunéré cet été en Abitibi-Témiscamingue. Le syndicat appelle donc le ministre Dubé à revoir les consignes de resserrement budgétaire auprès de Santé Québec, mais aussi à prioriser la formation de la relève. Le CISAT, de son côté,
affirme que cette mesure n'aura aucune influence sur le recrutement de futures infirmières diplômées dans la région. On écoute les commentaires du président de la FICSISAT. On l'a rencontré au mois d'août dernier, le ministre Dubé, puis il était très sensible à la situation de notre région. Donc, ces décisions-là qui viennent de Santé Québec, on dirait qu'on veut tout mettre le dos sur Santé Québec, mais lui, il a un rôle comme ministre de la Santé et il sait concrètement qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Donc, il ne doit pas accepter qu'il y ait des décisions comme celle-là qui se prennent. Ils doivent justement forcer Santé Québec à reculer puis octroyer les budgets nécessaires pour former la relève en Abitibi-Témiscamingue. Et ensuite, il y a une table ronde sur le développement de la région qui est organisée ce soir. C'est le comité d'animation locale du Centre de recherche sur le développement territorial qui l'organise au campus de l'UQAT à Rouyn-Noranda. Donc, différentes thématiques régionales y seront abordées et plusieurs acteurs économiques seront présents à la discussion, comme l'ex-députée et entrepreneur Émilise Lessard-Terrien. On vous résume le tout demain puisque l'un de nos collègues est sur place. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Le Musée d'art de Rouyn-Noranda lance un programme d'activités parascolaires en programmation de jeux vidéo. On en parle tout de suite après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Du 15 au 19 janvier, la 46e édition du tournoi de hockey mineur à Chibougamau a eu lieu. Cet événement qui met en vedette le talent et le plaisir des jeunes hockeyeurs âgés de 5 à 17 ans a permis d'accueillir 28 équipes provenant du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du nord du Québec. Le tournoi a généré plus de 200 000 $ en retombées économiques. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et au culturel, le Musée d'art de Rouyn-Noranda lance un premier programme d'activités parascolaires en programmation de jeux vidéo. Ça s'adresse aux étudiants de l'école secondaire d'Iberville. Anthony Dallaire s'est entretenu avec le directeur général du Musée d'art de Rouyn-Noranda. Concrètement, qu'est-ce que les jeunes vont pouvoir faire là, dans ces cours parascolaires-là? Oui, c'est vraiment intéressant. Moi-même, je ne savais pas que même ado, on pouvait créer un jeu vidéo. Alors, j'ai même dit que j'aurais bien aimé ça m'inscrire, là, mais ils m'ont dit non, c'est pas possible. Alors, vraiment, dès le départ, là, c'est 13 ateliers qui sont donnés. Et dès le départ, c'est bon, qu'est-ce qu'un jeu vidéo? C'est assez étonnant, hein? On s'imagine toujours savoir un peu c'est quoi. Mais justement, en parlant de qu'est-ce qu'est un jeu vidéo, tout à coup, on commence à déconstruire puis à être de l'autre côté, finalement, de l'écran, si on peut dire, derrière là, tout ce qui fait ça. Et donc, ils vont commencer par voir les bases de programmation de Minecraft. Donc, c'est un jeu que beaucoup de jeunes connaissent, ou en fait, une application que beaucoup de jeunes connaissent. Et ensuite de ça, ils vont commencer à penser leurs jeux vidéo selon les jeux qu'ils préfèrent. Et souvent, la gamme de jeux, je pense que tout le monde, finalement, joue un jeu vidéo. Même les plus vieux, à un moment donné, se retrouvent devant un écran en train de jouer au solitaire ou bien de jouer au truc de cerise, là, je ne sais plus trop quoi. Là, en tout cas. En effet, je vous confirme. Puis aussi, on oublie souvent, mais tu sais que le Québec est une plaque tournante en tout ce qui a trait à la conception de jeux vidéo, là, même dans le monde. Là. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est Valentin Guillère qui est notre formateur ici. Et il avait organisé à l'automne un Game Jam qui était justement 72 heures de création d'un jeu vidéo. Et c'est assez intéressant ce qui avait été créé. Là. Cette fois-là, c'était par les adultes. Donc vraiment, moi, j'encourage vraiment les jeunes à s'inscrire. Puis même si les jeunes pensent qu'ils ne sont pas capables de le faire, ils devraient être curieux puis s'y inscrire pour découvrir que finalement, derrière la machine, il y a aussi des humains qui pensent les choses puis qui pourraient le créer à leur image, les jeunes. Et en plus, si je ne me trompe pas, c'est quelque chose qui est gratuit, donc c'est accessible. Oui, c'est vraiment une activité parascolaire. Nous, en fait, c'est un appel de projet qui avait été lancé par le gouvernement du Québec et Valentin, c'est une chose qu'il adore faire, de diriger les jeunes pour la création d'un jeu vidéo. Et en terminant, là, vous, en tant que directeur, je veux dire, qu'est-ce que vous espérez pouvoir créer? Au fait, c'est quoi le après, selon vous, de ce projet-là? Est-ce que, justement, ça peut être l'amorceur de quelque chose de plus grand, en fait? Oui?
Ben, en fait, moi, je pense que ce qui est vraiment intéressant dans tout cet univers du vidéo, en fait, ou du numérique, en fait, c'est comment les nouvelles créations modifient à la fois notre façon de penser, mais aussi l'esthétique. Donc, il y a toute une esthétique qui apparaît. Là, ça fait beaucoup d'années là, déjà, là, quand même, là, mais de plus en plus, on le voit là, qui interpénètre là, les arts visuels et les musées sont de plus en plus attentifs à cette esthétique-là qui finalement prend une grande place. Et avec l'essor de l'intelligence artificielle qui va devenir un élément de création très puissant, on risque là, En fait, il y a quelque chose qui nous interroge, qui nous questionne, pour les gens des musées, c'est quelque chose de vraiment très actuel qui sollicite notre attention. Sur ces beaux mots, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. C'est très intéressant. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Les Forestiers débutent la série de repêchage numéro 1 ce soir face aux Lions du Lac-Saint-Louis. On vous donne les détails après la pause dans le segment sport. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Dans la LHJMQ, les Huskies de Rouyn-Noranda et les Foreurs de Val-d'Or s'affrontent ce soir dans un duel de la 117 et c'est l'avant-dernier chapitre opposant les deux équipes cette saison. Le match a lieu du côté du centre Anico Eagle de Val-d'Or. Ce duel a quand même son importance au vu des positions des deux équipes au classement. Même si elles sont qualifiées pour les séries éliminatoires, le résultat de la partie de ce soir aura un impact sur leur potentiel adversaire en vue du premier tour. Le dernier rendez-vous entre les Huskies et les Foreurs est prévu mercredi prochain, mais cette fois-ci du côté de Rouyn-Noranda. Les Huskies ont jusqu'à maintenant remporté tous les duels face à leurs rivaux cette saison. Par ailleurs, l'entraîneur-chef des Foreurs, Maxime Desruisseaux, a révélé que c'est Émile Beaunoyer qui sera devant le filet. Bref, on écoute les commentaires des deux entraîneurs-chefs en prévision de l'affrontement de ce soir. Au-delà de la guerre de 117, on veut se servir de nos 8 derniers matchs pour se préparer pour les séries éliminatoires, puis arriver fin prêt. Puis, de l'autre côté, on sait que c'est un adversaire possible en séries éliminatoires. Fait on se doit d'être prêt. Comme on l'a été à tous les matchs contre eux. Puis je pense que on a l'opportunité de faire quelque chose qui est quand même spécial. Je sais pas, sans regarder les chiffres, si c'est déjà arrivé de remporter tous les matchs d'une saison régulière contre les Foreurs. Assurément, j'ai pas besoin d'en reparler. Là. Tout le monde connaît la rivalité entre nous et les Huskies. On connaît aussi ce qui a bien été et ce qui a moins bien été contre les Huskies cette saison. Donc, c'est une belle opportunité pour nous, justement, de mettre certaines choses au beau fixe, comme on dit, puis de justement mettre ça en action. Puis je pense que c'est une belle opportunité pour certains joueurs, mais également pour notre équipe de gagner en confiance contre cette équipe-là. Et toujours au hockey, les Forestiers d'Amos débutent ce soir leur série de repêchage numéro 1 face aux Lions du Lac-Saint-Louis. C'est le premier de 2 matchs de la formation de la région que doit disputer pour espérer un retour dans les séries du M18 3A. Elle devra terminer parmi les 2 premières équipes sur les 3 participantes à cette ronde. Et si elle réussit, l'équipe accédera à la 2e série de repêchage. Les Forestiers disputent leur 2e rencontre dimanche après-midi en recevant la visite des élites de Jonquière. Et en natation, c'est la nageuse Riley Provost qui est l'athlète de la semaine du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Cette fin de semaine, elle a fait des performances dignes des championnats nationaux. La championne aux 50 mètres d'eau a dominé la compétition avec un temps de 29,77 secondes pour ensuite obtenir une autre victoire aux 100 mètres 4 nages en arrivant 3 secondes avant la deuxième. Et c'est pour son leadership, sa passion, son dévouement que ses entraîneuses l'ont nommée athlète de la semaine. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel @rncmedia.ca par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nikon Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix.
Et à la météo, le mois de mars commence en force. On a reçu pas mal de neige aujourd'hui et ça va se poursuivre tout au long de la soirée. À prévoir par contre un risque de pluie verglaçante. En Abitibi, on prévoit une accumulation de neige de 2 à 4 cm avec des températures de moins 5 degrés Celsius en Abitibi et de moins 2 au Témiscamingue. Et ensuite, pour demain, ce sera toujours de la neige, encore en bonne quantité, des accumulations entre 5 et 10 cm toujours, moins 6 degrés pour l'Abitibi et moins 4 au Témiscamingue. Et pour vendredi, sans surprise, c'est toujours de la neige, mais cette fois-ci, on devrait voir quelques éclaircies de soleil. Donc, comme toujours, soyez vraiment prudents si vous avez à prendre la route ce soir. Moi, je vous dis à demain. Passez une belle soirée sur nos ondes.